les gens ne meurent pas de froid, ils meurent de la misère, et la misère, elle est provoquée par des décisions politiques. C'est ça le sens de notre plainte auprès des gouvernants, auprès d'Elisabeth Borne, des ministres du logement qui se sont succédés ces dernières années. C'est parce que, de un, ils ont fait des politiques du logement qui sont des politiques qui provoquent du mal-logement et du sans-abrisme, et que de deux, aujourd'hui, dans la crise, pendant la vague de froid, qui refusent de prendre les décisions nécessaires, notamment celle de la réquisition, on pourra en reparler, c'est leur inaction politique qui fait des morts, et on leur demande de rendre des comptes là-dessus. D'abord, nous, on pense à tous ceux qui sont dans la rue et qui sont tout seuls. On pense aussi à tous ceux qui sont dans des passoires thermiques et qui se crèvent de froid. On pourrait dire que l'ASSOU, France, crève de froid. L'ASSOU, c'est ceux qui sont en dessous. La France d'en dessous, crève de froid. Et donc là, il y a vraiment une inaction de l'État et voire même une aggravation des politiques qui aggravent la situation. La loi, normalement, garantit le droit à l'hébergement d'urgence. Il y a un code de l'action sociale et des familles qui dit, je le cite de tête, toute personne en situation de détresse sociale, psychologique ou médicale a le droit à tout moment à un hébergement d'urgence. Eh bien, la loi n'est pas respectée et c'est une très bonne chose qu'il y ait des élus locaux aussi qui essayent par ces démarches judiciaires de la faire appliquer. Pendant des années, j'ai fait ma demande de logement social depuis 2020 et j'ai aucune proposition depuis cette date-là. Aussi, j'ai fait la demande d'ALLO deuxième fois, je suis en attente. Aussi, il n'y a aucune proposition en ce moment. Et donc vous dormez ici depuis le 25 décembre? Je dors ici depuis le 25 décembre. Heureusement, ma fille, elle essaye de trouver un hébergement chez ses camarades de l'université. Et aussi, j'essaie d'appeler à 115, mais malheureusement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Hier, j'ai appelé à 115 et donc jusqu'à lundi prochain, il n'y a pas de place. C'est très, très compliqué en ce moment. Les étudiants qui ont été concernés par cette expulsion, en fait, on a simplement reçu un mail où on nous a dit, voilà, pour les JO, vous n'aurez plus le droit d'accéder à votre logement. C'est toute notre résidence qui est concernée. Et en fait, on a tous été surpris. Personne ne comprenait pourquoi nous, pourquoi des étudiants qui sont précaires, pourquoi des étudiants qui finalement, on va avoir pour certains un boulot pendant cet été, certains doivent garder absolument cet appartement. C'est une période durant laquelle on n'a pas de bourse. Les loyers chers, on est exclu du parc privé. Les logements sociaux, on attend depuis des années. Il n'y a pas. C'est quoi la solution? On ne voit pas c'est quoi la solution. Nous avons trouvé une solution. Quarantaine de familles, on a décidé de lutter. Heureusement qu'on a un cadre de lutte, le DAL, qui existe depuis des dizaines d'années pour nous défendre. Tous les 2-3 jours, on apprend que quelqu'un est mort de froid dans la rue. Oui. Dans le même temps, il y a 3 millions de logements qui sont vides. Si jamais ces gens meurent dans la rue, c'est pas parce qu'on ne peut rien y faire, c'est parce que le gouvernement ne veut rien y faire. Si jamais ces étudiants se retrouvent à ne pas avoir de réponse, à ne pas avoir d'interlocuteur, à devoir déménager, à se sentir méprisés, c'est parce que c'est eux qui ont fait ces choix politiques-là. Macron, réquisition, arrête ton baratin. Macron, réquisition. Chaque fois qu'il a baissé la taxe d'habitation, qu'il a baissé les cotisations, qu'il a donné l'impression de redonner du pouvoir d'achat, il les a repris ailleurs. En supprimant des postes à l'hôpital ou en supprimant des postes dans la fonction publique. Donc ce qu'on vous donne d'un côté dans le pouvoir d'achat, on vous le retire ailleurs et vous allez devoir payer plus cher pour avoir le même service. Vous l'avez compris, c'est la partie Thatcher sous stéroïdes, le programme néolibéral bien enfoncé et chevillé au corps, mais il faut écouter ce qu'il dit. Il dit il y a des statuts qui sont autant de rentes. Ça veut dire que dès son premier quinquennat, il s'était attaqué. Il avait supprimé le statut des cheminots à la SNCF. Il avait fait la loi travail. Et là, ce qu'il nous propose, c'est de continuer à démanteler systématiquement les droits sociaux des travailleurs. Oxfam ne manque pas de dénoncer également l'omniprésence des milliardaires dans le monde médiatique, notamment celle de Bernard Arnault et Vincent Bolloré, qui menacent l'indépendance de plusieurs médias dans lesquels vous n'entendrez pas parler de ce rapport aujourd'hui ou seulement de façon superficielle. Parler de ce que vivent quotidiennement les Français, ça intéresse pas les 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias. Enfin, je veux dire, si on avait des médias qui faisaient le travail quotidien des préoccupations des Français autour de la question notamment de l'augmentation de la pauvreté dramatique dans un pays aussi riche que le nôtre, des problèmes d'accès au logement, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes d'accès à l'éducation, bref, en fait de tous les droits fondamentaux des gens qui sont bafoués, peut-être qu'on aurait aussi non pas des lois immigration qui seraient faites, mais des lois pour augmenter les salaires, et donc évidemment quand vous voulez maintenir un système qui n'est fait que pour servir la bourgeoisie,
vous n'avez pas intérêt, vous avez intérêt à invisibiliser ces problèmes-là. Police, drogue, question des frontières avec l'autosatisfait sur la question de la loi immigration, et puis bien entendu l'épouvantail islamiste pour compléter le tableau. Donc le message est clair, à droite toute, à moins que Éric Ciotti ait récupéré une perruque et se soit pris pour le président de la République hier soir. La nuit dernière, une nouvelle fois, les bombardements israéliens ont fait des victimes à Gaza où une 60aine de personnes ont péri. Parmi les victimes se trouvait un journaliste palestinien âgé de 28 ans qui travaillait pour la chaîne de télévision arabe Al-Rad, basée au Caire. Comme le relève le CPJ, c'est la période la plus meurtrière pour les journalistes dans une zone de conflit. On est à environ 100 journalistes tués par l'armée israélienne. Ces morts ne sont pas anodines, elles ne le sont pas de toute façon, quoi qu'il arrive, mais le ciblage, en tout cas, qui est fait, vient dire quelque chose. Il faut rappeler que tuer des journalistes, c'est un crime de guerre, que l'information sur un conflit est très importante et déterminante, même à certains moments. 100 jours du génocide du peuple palestinien. On est à plus de 30 000 morts, probablement, parce qu'il y a 24 000 qui sont annoncés, mais on a aussi 7 000 personnes qui sont disparues sous les décombres. On est dans une situation que toutes les organisations internationales sur place et représentatives auprès de l'ONU décrivent comme catastrophique, inimaginable, expliquent que les risques de maladie et de famine risquent d'emporter les Palestiniens qui sont encore à Gaza et qui sont encore victimes des frappes israéliennes. Il y a le rôle des universitaires à quand même à faire régner un discours de vérité, un discours qui décrit un peu ce qui se passe en Palestine, et loin du discours dominant ici, et qui réduit en fait la question au 7 octobre, ou à partir de 7 octobre, en fait, à une guerre entre un groupe de Palestiniens et avec... Alors non, c'est la guerre, en fait, elle est contre l'ensemble des Palestiniens, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date quand même depuis 1948. Il y a un super malentendu sur la question du boycott. On ne boycotte pas les collègues israéliens, on boycotte les institutions israéliennes, c'est très clair. Il a été utilisé, mais alors sans problème quand il s'agit de la Russie, et là, encore une fois, on a les deux poids, deux mesures, mais c'est vraiment ça, c'est un boycott, j'insiste là-dessus parce qu'il y a toujours un malentendu là-dessus, c'est un boycott institutionnel, ça ne vise pas l'identité. Il n'y a absolument aucun doute qu'Israël a le droit de protéger sa propre population, notamment contre des attaques terroristes. Mais ce droit, il est encadré par le droit international. Et donc, à aucun moment, qu'on parle de légitime défense ou non, il autorise Israël à conduire des attaques disproportionnées dans la bande de Gaza et à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide, comme beaucoup d'experts aujourd'hui le soutiennent. L'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour de justice internationale, qui dépend des Nations Unies, c'est l'article 92 de la Charte des Nations Unies, qui gère la question des conflits juridiques entre États, et qui a la possibilité, là, dans les 15 jours, de donner des mesures conservatoires auprès d'Israël pour l'inciter à lui dire le droit international dit ça, il ne faut pas agir de telle ou telle manière, même si Israël ne le suit pas, est un moment historique. Et c'est surtout un moment historique parce que c'est l'Afrique du Sud, un pays qui a connu l'apartheid, qui a très, très clairement commencé sa plaidoirie là-dessus en disant oui, nous on a connu l'apartheid et on sait que le système israélien actuel est un système d'apartheid. Effectivement, le symbole est extrêmement puissant et au-delà du symbole, il est très sain que l'espace public mondial débatte d'une question que l'on n'osait pas expliciter. Maintenant, il y a l'autre face de la chose. Il ne faut pas oublier que la CIJ est une institution internationale contraignante, c'est-à-dire dont les décisions sont des décisions qui s'imposent. Mais, et c'est toute l'ambiguïté du droit international, les décisions sont contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun instrument de contrainte. Donc, combien de décisions de la Cour internationale de justice sont restées sans effet, comme par exemple la construction du mur. Le mur qui sépare la Cisjordanie, les territoires occupés d'Israël, a été présenté, défini comme illégal par la Cour internationale de justice. Il existe toujours, parce qu'il n'y a pas de moyen de rendre les décisions contraignantes.